Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous avec un petit peu de retard. Mais on va essayer de rattraper le coup. Nous sommes lundi 22 avril, il est déjà 13h, 12h40. Dans un instant, nous allons recevoir Daniel Dulac. Bonjour. Il est président de la commission sport du conseil départemental. Il y a beaucoup de choses à dire puisque le conseil départemental est très actif sur le sport. Ce week-end encore, on en parlait. Un peu plus tard, on va recevoir Georges Larson-Boudi et Nercis Zaïbo pour parler un petit peu de la situation au Sénégal depuis l'élection du nouveau président. Est-ce que les choses vont changer dans ce pays? Eh bien, on va en parler dans un instant. Et puis à la fin, on va recevoir Stéphanie Mélion, qui est artiste poétesse et sera au Festival de Basse-Terre. Notre focus du jour ce sera sur Norbert Lilieu. Si vous ne savez pas qui c'est, bien restez avec nous, vous le saurez. Sinon, tout de suite, l'actualité et les grands titres avec Iman News. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, nous allons traiter du village des mobilités qui a eu lieu sur les Abîmes ce samedi. C'était l'occasion de mettre à l'honneur différentes mobilités douces en matière de vélo, roller et plein de transports éco-responsables. On parlera aussi des journées européennes des droits de santé, donc journée européenne qui a eu lieu ce samedi avec différentes manifestations, notamment une journée d'information qui a eu lieu samedi, le droit des usagers hospitalisés, comment apprendre à s'exprimer en matière d'incidents et d'accidents. Il sera aussi question des 15 ans de la MIP, donc une association de producteurs locaux qui a pu fêter ses 50 ans d'existence. On sera aussi à Anse-Bertrand avec l'inauguration du City Stade, donc City Stade d'Anse-Bertrand situé à Guéry. Et on fera aussi un hommage à Gilles Fleureau qui aurait eu 60 ans. Et la ville de Goubert a fait différentes manifestations pour célébrer son anniversaire. On va démarrer tout à l'heure. Hors sujet d'abord. Hors sujet, d'accord. Hors sujet d'abord, puisque à partir d'aujourd'hui, le lundi, le mercredi, le vendredi, nous ferons un hors sujet. Et le hors-sujet aujourd'hui, eh bien sûr, c'est, on va parler du couvre-feu. Depuis le passage en Guadeloupe de Darmanin, ministre français de l'Intérieur, le grand sujet du jour et même de la nuit, c'est le couvre-feu pour les mineurs qui débute aujourd'hui, effectivement, puisque en ce moment même, le préfet et le chef de la police donnent une conférence de presse. Vous avez pu voir quelques extraits. Alors, pourquoi cette conférence de presse? C'est pour essayer d'expliquer l'intérêt de cette mesure. La première remarque que nous ferons, c'est que la délinquance des mineurs est-elle du jour ou de la nuit? Les policiers qui sillonnent les rues de la ville de Pointe-à-Pitre disent qu'ils savent parfaitement que ce dispositif n'aura aucune efficacité réelle. Pourquoi? Parce que les violences qui ont eu lieu à Pointe-à-Pitre se sont déroulées en plein jour. Cette mesure, alors, l'autre question qui se pose, cette mesure est-elle valable durant 2 mois? Oui. Alors, c'est-à-dire qu'au mois de juin, sera-t-elle prolongée pendant la période vacancière? C'est une question qui mérite d'être posée. Darmanin a promis d'ailleurs de revenir dans un mois en Guadeloupe pour en faire le bilan. Prenant l'hypothèse où durant 2 mois, il ne se passe rien dans les rues de Pointe-à-Pitre le soir. Le dispositif sera stoppé et après. Faudra-t-il croire que les problèmes de notre jeunesse seront alors résolus? Non, car chacun sait que ce n'est pas un couvre-feu, même permanent, qui va permettre de régler ni le problème du chômage, ni le problème du décrochage scolaire, qui touche une bonne partie des jeunes Guadeloupéens qui sont sans emploi, sans formation, sans aucune ressource, et qu'on arrivera sans aucune ressource, qu'on arrivera à endiguer la délinquance. Ni la délinquance, ni la violence, ni le trafic de la drogue. Alors, en général, on dit quand il y a un incendie, il faut éteindre le feu, mais surtout en chercher les causes pour éviter qu'un autre incendie ne se déclare. Donc ce couvre-feu, qu'on nous a dit ici, sont les pour Gagavray. Autrement dit, le couvre-feu ne fera en aucun cas éteindre le feu social qui couvre depuis des années dans notre pays. La preuve, demain, il y a une grève générale dans plein de secteurs. Voilà. Tu peux commencer le journal. Merci beaucoup. On va parler justement, je pensais parler du préavis de grève qui est conduit à partir de mardi, donc 23, conduit par différentes organisations syndicales. Leurs revendications sont les suivantes: résolution de tous les conflits en cours, résolution des conflits par rapport à Gardel, l'austérité du gouvernement, enfin une multitude de revendications. Donc attention à vous à partir de demain. Sûrement des blocages prévus peut-être. Fête de l'essence. Fête de l'essence, voilà, on ne sait jamais. On va parler mobilité justement avec le village des mobilités qui a eu lieu ce samedi, donc aux Abîmes, première édition, sur la place de la Maison du Tourisme sur les Abîmes, avec l'idée de pouvoir écouter des conférences sur la mobilité durable, sur s'initier au vélo, au roller, mais aussi prendre soin de son corps et de sa santé. Vianney Valverde était parmi eux. On voit ce reportage ensemble.
Ce matin, nous sommes au village des mobilités, organisé par la ville des Abîmes au niveau de l'esplanade de la Maison du Tourisme, juste en face du stade, au plein centre-bourg de la ville des Abîmes. Nous avons une grande journée autour des mobilités, mobilité durable, mobilité active. Ça veut dire pratique d'activités physiques régulières, ça veut dire respect de tout un chacun sur la voirie, partage de différents types de transport éco-responsable, vélo, covoiturage, tous les éléments qui permettent d'éviter l'autosolisme et de décarboner un maximum, d'éviter la pollution un maximum. Cap Excellence et la CARL qui ont transféré leurs compétences mobilité à un syndicat pour qu'ils l'exercent à leur place. Qu'est-ce qu'on fait? On gère les transports urbains. C'est le réseau des bus Car Ulysse que vous voyez. Ça va jusqu'à la Désirade. Ça représente 60 lignes. On transporte quasiment 3 millions de personnes chaque année avec ce réseau-là. Et on assure sur les 13 millions de kilomètres parcourus dans toute la Guadeloupe pour faire le transport urbain, à nous seuls, on fait 4 millions. Le but du tuk-tuk, c'est vraiment de faire des balades de manière très écologique. C'est aussi très facile comme véhicule, auquel il n'y a pas réellement de porte. C'est assez facile à se déplacer aussi, et c'est totalement électrique. On subventionne la pratique du covoiturage. On l'a commencé en février 2022. Et ça porte beaucoup de fruits puisque les gens aiment ce mode de déplacement en Guadeloupe. Il y a 13 000 trajets qui ont déjà été faits depuis cette période-là. Et à raison de 1,50 € de subvention par trajet qui coûte 2 €. On fait aussi la pratique du vélo. Le vélo en assistance électrique que vous avez vu là. Nous avons une centaine de vélos qui sont répartis sur Pointe-à-Pitre, Abîmes, Bemao, Gosier maintenant, ces 4 communes-là. Nous, on est spécialisé dans les tours touristiques et artistiques. Donc, c'est des tours privés, on va dire. Et on fait de temps en temps aussi des tours peu publics. Nous, à la ville des Abîmes, comme on s'inscrit dans une démarche d'aménagement cyclable pour l'environnement de la collectivité, donc on va essayer de peut-être faire des inaugurations de nouveaux dispositifs cyclables, peut-être des journées de mobilisation, mais en tout cas l'année prochaine on va forcément continuer cette approche pédagogique où on explique, où on développe, où on débat avec tout un chacun pour comprendre les besoins et faire que notre mission éco-responsable soit respectée. Voilà, je vous l'ai dit, on reçoit Daniel Dulac, le président de la commission sport du conseil départemental. Rebonjour. Je disais tout à l'heure que la commission sport du conseil départemental a beaucoup de travail, puisque vous générez les jeunes pour le football, les U14, c'est ça? U16. De l'autre côté, il y a le cyclisme qui a repris le week-end dernier. Et j'imagine qu'il va y avoir encore d'autres choses. Alors, première question quand même. Au niveau du cyclisme, les petits conflits de l'année dernière sont réglés définitivement? On ne peut pas parler vraiment, bonjour à tous, on ne peut pas parler vraiment de conflit. C'est vrai qu'il y a eu un désaccord sur le Grand Prix du Conseil départemental l'année dernière et nous avons tout fait pour que ça puisse redevenir une compétition qui retrouve toute sa place au niveau du cyclisme guadeloupéen. Bon. La situation est apaisée. Oui. Bien, alors parlons un petit peu des U16. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Puisque l'année dernière, je me souviens, c'était pratiquement la Coupe du Monde en Guadeloupe. Oui. Et comment ça s'est organisé cette année? Non, mais c'est vrai que vous avez amplement raison de le dire. C'est un petit peu notre Coupe du Monde à nous. C'est-à-dire que c'est un événement international où nous recevons des équipes étrangères. Donc nous avons le gratin du football mondial. Nous avons essayé de mettre en place une compétition avec 9 équipes invitées où nous avons représenter un petit peu toutes les zones, la zone Amérique avec l'Inter Miami et la zone sud de l'Amérique avec Fluminense, l'équipe du Brésil. Nous avons fait en sorte aussi d'éviter des équipes africaines. Donc cette année, nous aurons avec nous la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Nous aurons aussi des équipes européennes, l'Ajax d'Amsterdam, Lyon, Monaco, pour le Havre, pour ne citer que. Et c'est vrai que nous mettons en place ce tournoi de façon à ce que nos jeunes soient confrontés au gratin du football mondial et voir un petit peu quel est leur niveau. Donc faire en sorte que nos gamins puissent échanger avec ces jeunes footballeurs qui sont dans des centres de formation et voir quelle est l'exigence de ce football. C'est vraiment du haut niveau quand même. C'est du haut niveau, donc c'est pour ça que nous faisons en sorte d'avoir une participation, non pas d'équipes locales, mais d'essayer d'avoir des sélections locales. Donc nous avons fait des sélections de chaque communauté d'agglo, donc Cap Excellence, la CARL, la communauté d'agglo du Nord-Basse-Terre, celle du Nord-Grande-Terre. Nous avons aussi celle de Marie-Galante et en plus notre gratin du football local qui est le CFA. Le CREPS, oui. Voilà, le CREPS. Bien, alors ça commence quand exactement? Le tournoi commence début
débute le 1er mai, le mercredi 1er mai, se clôture le samedi. La grande finale, ce sera pour le 4 mai au Moule. Oui. Alors, quand vous organisez ce genre de compétition, on disait une coupe du monde pour les jeunes, est-ce que notre football peut déjà répondre à cette demande? Je veux dire, au niveau de l'entraînement, au niveau des écoles de football, parce que je sais qu'il y avait eu un petit souci au niveau des écoles de football. Est-ce que progressivement, depuis que vous êtes là, M. Dulac, les choses commencent à s'ouvrir un peu? C'est-à-dire que nous faisons pas mal de réunions avec les responsables de la Ligue, notamment le président de la Ligue, le directeur, et nous essayons de faire en sorte d'amener un support intéressant pour les associations qui accompagnent régulièrement tous ces jeunes. Et lorsque nous mettons en place ces sélections, nous faisons confiance au cadre de la Ligue qui nous disent voilà, les meilleurs de cette zone-là sont là, et dans cette catégorie d'âge, U16, et faire en sorte qu'ils puissent montrer leur savoir-faire. Donc c'est peut-être aussi mettre en avant tout le travail qu'effectuent tous les jours nos éducateurs avec nos jeunes footballeurs. Donc ça permet un petit peu de quantifier, de voir un peu l'évolution par rapport à l'année dernière, par exemple, déjà. C'est cela, c'est cela. On est exactement sur ce palier, de façon à faire montrer aussi la progression, puisque nos jeunes footballeurs, ils se donnent à fond tous les week-ends, mais il faut aussi exporter, montrer leur savoir-faire. Pas uniquement faire des regroupements pour pouvoir effectivement prendre les meilleurs, mais montrer qu'il y a un travail qui est fait au quotidien et que nos jeunes sont aussi, même s'ils n'ont pas les moyens techniques et les moyens d'encadrement, de faire en sorte qu'ils puissent arriver à quand même un bon niveau. Et le football guadeloupéen ne pourra que progresser dans cet état de choses. Donc ça veut dire que, je reviens sur la question des écoles de football, qu'il va falloir de plus en plus les rendre de plus en plus performantes. C'est ça, c'est l'objectif, et c'est l'objectif que nous avons aussi mis en place avec le CRDS, le comité régional du sport de Guadeloupe, essayer de faire en sorte d'accompagner les associations sportives pour mettre en place, pour avoir dans un premier temps des encadrants formés, puisqu'il est très important d'avoir des encadrants formés, et mettre en place aussi des infrastructures pour que les gamins puissent pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et ces infrastructures-là, le conseil départemental, à l'arrivée de M. Losbar en 2021, a décidé d'accompagner les communes pour pouvoir créer des espaces de sport, comme le fait aussi bien la région, pour pouvoir que les jeunes puissent s'exprimer dans le sport qu'ils aiment. Oui, j'ai vu que M. Charlus inaugurait ce week-end même. Ça fait 2 ou 3 week-ends qu'il inaugure les City Sports, les City Stades. Donc c'est une preuve qu'il y a une prise de conscience. Alors on a parlé de cyclisme, on a parlé de football, mais j'imagine que votre champ de compétences est beaucoup plus large. Tout à fait. Même le champ de compétences du président de la commission sport au niveau du département est très large. C'est tous les sports de la Guadeloupe. Et nous faisons en sorte d'accompagner toutes les associations sportives qui agissent dans le cadre du sport. Du ball-trap jusqu'au football, qui est le sport et le cyclisme, qui sont les sports les plus pratiqués en Guadeloupe, mais nous accompagnons tout le monde. Et c'est vrai que dès l'arrivée de Guy Losbar en 2021, nous avons mis en place plus de 2 millions d'euros, c'est 2 400 000 euros pour accompagner le sport chaque année. Oui, juste une petite question, le football féminin. Mais le football féminin, pareil, nous allons accompagner justement l'année dernière, puisque vous savez que c'est la première année où l'équipe de football guadeloupéenne a pu participer à la zone CONCACAF. Nous avons accompagné cette équipe-là, nous le ferons encore, et nous poussons justement les clubs à pouvoir encadrer et faire en sorte que les filles puissent accéder aussi au foot, puisque on voit bien au niveau national que ça commence à prendre de l'ampleur. On a de jeunes joueuses d'ailleurs qui jouent dans des équipes nationales, qui sont des exemples, donc il faut absolument que nous arrivons à sensibiliser nos filles. Il y a des communes où ça marche très bien. Je suis au Moule, on a 3 clubs de football féminin. Donc ça veut dire qu'on peut effectivement accompagner le sport féminin. Au niveau de l'athlétisme? Au niveau de l'athlétisme, pareil. Donc, dernièrement, ils se sont déplacés au Carifta Games et nous allons accompagner la Ligue, puisqu'ils nous ont demandé de les accompagner là-dessus. Donc, nous allons faire en sorte d'accompagner la Ligue de façon à ce que pouvoir déplacer nos jeunes et aussi accompagner les associations qui font les formations au quotidien. Oui. Alors, pour revenir un petit peu souvent, enfin, on va peut-être dire 2 petits mots sur le basket, c'est que beaucoup de responsables de clubs disent que oui, on nous accompagne, mais nos jeunes partent après. Malheureusement, vous savez que c'est le drame du pays. Vous avez parlé tout à l'heure de couvre-feu, de jeunes qui sont oisifs, et c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer dans la société. C'est vrai que malheureusement, nos meilleurs sportifs, nos jeunes, assez souvent, ils font des études en parallèle, voilà, et ils sont obligés de quitter le département. Donc ça, il faudrait à la fois mener à bien le projet sportif, le projet économique et le projet de formation des jeunes Guadeloupéens.
Parce que je vous pose la question, parce qu'il y a quelques temps, je crois que c'est M. Yakou qui avait parlé de vouloir semi-professionnaliser dans le cadre du football. Est-ce que c'est une utopie ou bien c'est quelque chose qui peut arriver vraiment, qu'on arrive à faire au moins du football, je ne parle même pas encore du basket, du football, quelque chose qui puisse créer des emplois pour des jeunes footballeurs et qui puisse les permettre de rester sur place? Il faudrait peut-être créer ces conditions-là. C'est vrai que pour l'instant, nous ne sommes pas, puisque la situation économique de Guadeloupe, parce que créer une structure professionnelle, ça veut dire avoir... Semi-professionnelle. Ou semi-professionnelle, c'est-à-dire qu'avoir quand même des entreprises à côté de ces clubs qui veulent créer ces structures-là. Donc il faut aussi mettre en place des structures. Nous avons expérimenté, enfin avec la Ligue est en train d'expérimenter, avec le CFA, quelque chose qui est intéressant pour les jeunes, hein, mettre les jeunes en perspective et de faire en sorte qu'ils puissent progresser ensemble. Et moi, je trouve que mettre en place, ce n'est pas une utopie, hein, c'est quelque chose qu'on doit faudra s'atteler. Si on se donne une dizaine d'années pour arriver à mettre en place ces structures de semi-pro, le football guadeloupéen ne sortira que grandi de cette situation-là. Et le sport guadeloupéen en général. Et il faudrait, de toute manière, c'est nécessaire. Alors, sur le basket, comment vous intervenez? Ben, nous accompagnons la Ligue de basket, M. Alexis. Donc nous faisons en sorte de les accompagner à travers la Coupe du Conseil départemental qui lance la saison de basket. Nous les accompagnons aussi sur le Guy Margois. Nous les accompagnons aussi sur le championnat, donc les playoffs qui ont lieu actuellement. Et c'est vrai que pour nous, c'est quand même important d'accompagner les ligues qui accompagnent les clubs dans la structuration des compétitions, mais nous accompagnons aussi directement les clubs pour les aider à mieux se structurer et faire en sorte qu'ils puissent bien former les jeunes et rendre service à notre petite population qui est quand même importante. Alors de plus en plus, enfin ça c'est une vieille tradition footballistique, c'est que la Coupe de France se joue ici. Le CSM, je vais pas insister là-dessus, mais enfin, vous savez très bien que le CSM a déjà représenté la Guadeloupe à plusieurs reprises à de bon niveau. Au handball aussi, il y a eu quelques bons résultats, au basket aussi. Quelle est la vision globale que vous avez de notre sport au niveau guadeloupéen aujourd'hui, monsieur? Vous savez, le sport, pour moi, elle est en trois phases. C'est-à-dire que nous avons le sport de masse, que monsieur tout le monde pratique. Nous avons un sport on va dire, de haut niveau, au niveau local, le sport de compétition. Et nous avons aussi les vitrines, c'est-à-dire les gens qui vont exporter notre sport. Donc nous essayons d'accompagner le plus que possible, que ce soit la vitrine pour les gens qui exportent le niveau sportif en Guadeloupe, pour les sports de compétition au niveau local et pour le sport de masse. Donc notre vision, elle est globale là-dessus. Et nous faisons en sorte, effectivement, d'accompagner des jeunes. Et c'est tous les jours, nous parlons du football et du basket, mais que des jeunes, dans des sports individuels, sollicitent le département pour pouvoir effectuer un déplacement pour aller en métropole, pour pouvoir exporter leur savoir-faire. Oui. Donc pour nous, c'est très important d'accompagner, puisque c'est la vitrine. Hein. Donc ça nous permet aussi, en même temps, puisque le rôle du département, c'est de faire en sorte que tous les Guadeloupéens fassent du sport, puisque nous connaissons nos problèmes de sédentarité et qui induit des problèmes de diabète, etc. D'obésité. Donc c'est de mettre tout le monde au sport. Et mettre tout le monde au sport, mais il faut avoir le vitrine. Bon, mais tel peut arriver à ce niveau-là, mais moi aussi je me mets au sport pour atteindre ce niveau-là. Donc il est important de pouvoir accompagner tout le monde. Alors, un petit rappel quand même, alors ce championnat, enfin cette Coupe U16 débute le 1er mai. Le 1er mai. Donc les deux équipes qui seront en compétition ce jour-là? Le 1er mai, donc on sera sur plusieurs stades. Plusieurs stades, puisque nous avons essayé de mailler le territoire de façon, puisqu'on s'est rendu compte par rapport à l'année dernière, c'est un sport qui devient très populaire, c'est un tournoi qui devient très populaire. Donc nous avons essayé de mailler le territoire. Donc nous aurons des matchs sur le terrain de Vieux-Habitants, sur le terrain de Basse-Terre, sur le terrain de Capester-Bello, à Omol, à la plaine Grand Camp et sur le terrain des Abîmes, et le Lamentin sans l'oublier, de façon à que tous les Guadeloupéens puissent pouvoir accéder à ce tournoi. Donc, monsieur Dulac, c'est la dernière question. Est-ce que vous avez envie de dire aux parents de jeunes sportifs maintenant qu'il va falloir qu'ils accompagnent leurs enfants le soir aussi, ils sont sur Pointe-à-Pitre? Oui, malheureusement, oui, puisqu'on est en couvre-feu, ça veut dire qu'au-delà de 20h, il faudra que l'enfant se déplace. Parce que les entraînements de foot, vous le savez... oui, ont lieu assez souvent après 20h. Des fois, les enfants rentrent après 20h. Ou de basket aussi, d'ailleurs. Le basket, le hand, les autres sports. Donc, il faudra dire aux parents guadeloupéens, pour ne pas avoir, que les enfants ne rencontrent pas de problème, de les accompagner, de venir les récupérer, au moins d'avoir un adulte responsable avec ces enfants-là. C'est vrai que ça va compliquer les choses. Hein. Ça complique les choses. Donc, parce que souvent, vous savez,
vu comme moi que les parents déposent des enfants au sport et puis les enfants rentrent rentrent. après le sport. Ça va être très Donc il compliqué. va falloir trouver, dans la zone Pointe-à-Pitre-Abîme, trouver des parades pour que les enfants puissent rentrer en toute sécurité et sans problème. Voilà, Et vous avez bien dit que le couvre-feu n'est pas la panacée. Vous avez retenu. Merci, M. Dulac, d'être venu. Il est C'est moi, 12h59, 13h pratiquement. Premier épisode du ZCL News. On se retrouve tout à l'heure avec M. Georges Laurso-Maudit et Narcisse Zaïbo, avec qui on va parler de la situation au Sénégal depuis la nouvelle présidence. À tout de suite. Merci. Voilà, il est exactement 13h05. Je vous l'ai dit, nous allons faire un petit focus aujourd'hui sur les élections présidentielles au Sénégal, l'après, ce qui se passe, la création de l'Alliance des États du Sahel et le devenir de ce qu'on appelait la France-Afrique. Et pour ça, Georges Laurso-Maudit est toujours présent, bonjour, mais aussi d'être là, enseignant-chercheur retraité, et Narcisse Zaïbo, enseignant-chercheur, lui aussi toujours présent pour ce genre de débat, puisqu'on va un petit peu débattre. Bonjour Danick et bonjour aux auditeurs. On va débattre de ça. On revient rapidement sur l'actualité avec Iman, le dernier petit sujet. Oui, alors on va déjà parler de santé, qui sera en lien avec mon prochain sujet, et de la pollution de l'air, puisqu'on est au niveau rouge, donc entre aujourd'hui et demain. Faites attention à vous, surtout pour les personnes sensibles qui ont déjà des problèmes cardio-respiratoires, donc faites attention à vous. On va parler santé, et notamment de cette journée européenne des droits à la santé qui a eu lieu ce samedi. Une journée d'information était disponible pour parler des droits des patients, comment exprimer son mécontentement, comment déposer une réclamation concernant les qualités de soins. C'était l'occasion d'en parler lors de cette journée. On va faire un point avec Olivier Moradel. La MPI, c'est une association de producteurs locaux, donc c'est une association de producteurs d'industriels, et le rôle de notre association, quand elle a été créée à l'époque, il y a 50 ans, l'objectif c'était de promouvoir et de défendre les intérêts en fait des producteurs locaux, donc du secteur industriel. Aujourd'hui, ce qu'on doit noter, notamment avec les différents changements climatiques qui s'opèrent, les différentes tensions, on a pu le voir notamment quand il y a eu le Covid ou quand il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine, il est à mon sens extrêmement important qu'il y ait à minima un certain nombre de productions sur le territoire, bien que ce soit difficile en milieu insulaire, pour garantir à notre population l'accès à un certain nombre de produits, notamment des produits vitaux, pour éviter d'être en attente de produits venant de l'extérieur. La Guadeloupe a mieux résisté à la désindustrialisation que la France entière. Donc ça, je crois que c'est un motif de fierté. Ensuite, il y a un certain nombre d'enjeux qui sont sur la table aujourd'hui, sur lesquels il faut faire attention. La réforme de l'octroi de mer, l'évaluation de la LODEOM en termes d'exonération de charges sociales, l'évolution des aides à l'investissement productif. On a là des piliers qui sont essentiels pour l'existence et le développement de l'industrie en Guadeloupe comme dans les autres Outre-mer. Et nous, à la FEDOM, on est là pour les aider et pour porter ensemble sur les Outre-mer avec les organisations d'entreprises, éminemment ce soir les MPI, ces enjeux sur le plan national. La région est compétente dans le domaine du développement économique. C'est très important d'être là pour cet anniversaire parce qu'on a vu la progression. Beaucoup doutent des capacités de ce territoire, d'avoir des industries et surtout de développer une production locale. L'association des moyennes et petites industries est vraiment le symbole de ce que nous voulons pour notre territoire. Nous ne sommes pas condamnés à être une société de consommation. Nous devons être une société de production de manière à créer de la richesse, de manière à créer des emplois. Beaucoup de jeunes aujourd'hui souhaitent s'engager, souhaitent être des entrepreneurs de demain. Il est de la responsabilité de la région de les accompagner. Ce que nous faisons avec le président Harry Chalus, c'est notre façon de concevoir le développement. Aujourd'hui, nous avons plus de 8000 emplois dans ce secteur. Il faut défendre cette activité et nous le ferons ensemble. Merci Madame Portion soit notre invitée demain, on aura l'occasion d'y revenir. Alors on va parler du Sénégal, le Sénégal qui est en train de changer de curseur, puisque ce pays était considéré depuis son indépendance comme étant la base première de la France Afrique et de la France en Afrique. Et de l'autre côté, il y a la Côte d'Ivoire. Les choses semblent être en train de vouloir changer avec le nouveau président. Alors messieurs, merci d'être venus pour parler de ça. Vous
êtes d'origine en Afrique, donc vous connaissez mieux que nous ce qui se passe, mais ça nous intéresse parce que nous sommes dans un pays encore colonisé, comme je dis souvent, et donc quand il y a un mouvement qui se fait dans des pays étrangers, quel qu'il soit, ça nous intéresse. Alors, quelle est, Georges, ta vision de ce qui s'est passé au Sénégal? Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que ça m'a surpris? Non. J'avoue que non, même si il n'y avait aucune certitude, la veille des élections, il n'y avait aucune certitude. Bon, à partir du moment où M. Macky Sall a pris l'amnistie, comment vous appelez ça, a fait sortir Sonko et M. Bassirou de prison, étant donné qu'ils ont commencé 2 ans plus tôt la campagne électorale, la mobilisation des populations, surtout des jeunes, enfin moi je pressentais qu'ils allaient gagner. Ah bon? Ah oui, ben ils n'ont pas. Macky Sall avait quand même déjà arrêté le processus. Hein. Ils n'ont pas fait campagne pendant les 10 jours. Oui, ils avaient commencé depuis longtemps, bien avant les procès contre M. Sonko. Non, ils avaient commencé depuis longtemps. Et le Sénégal bouillonnait déjà. Oui. Donc, moi, je n'ai pas été surpris. Si la mesure de liberté qui a été prise 10 jours avant le scrutin, si cette mesure n'avait pas été prise, personne ne pouvait parier. Mais une fois que ça a été pris, moi j'avais la quasi-certitude qu'ils allaient gagner. Oui. Merci Saïbo, pareil, même optimisme avant coup. Optimiste, non, je suis plutôt pessimiste parce que je connais un peu comment fonctionnent tous ces différents pays-là, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. C'est que souvent les voies démocratiques sont bloquées. Oui. Même si on avait quand même le sentiment qu'ils étaient portés par une vague populaire, souvent ce qui se passe, c'est que le gouvernement en place bloque tous les éléments. Et Macky Sall n'a pas hésité à utiliser tous les leviers dont il disposait, que ce soit le levier judiciaire, constitutionnel, etc. Mais tout ça a échoué en fait. Oui. Tout cela a échoué. Donc j'étais pessimiste parce que je savais qu'il allait user de tout son pouvoir pour essayer pour barrer la route à ces jeunes donc, qui représentent une nouvelle génération, de nouvelles idées, etc. Mais heureusement, on va dire, là, il faut vraiment se féliciter que, contrairement à certains pays, ce qui a sauvé quasiment la situation au Sénégal, c'est que l'armée n'a pas été du côté de Macky Sall. C'est quand même les institutions qui sont en général du côté du pouvoir sortant. Le Conseil constitutionnel ne s'est pas aligné sur Macky Sall. Le Conseil judiciaire, etc. Donc il a eu beau les mettre en prison, beau manigancer tout ça, mais je pense que les institutions sénégalaises ont été beaucoup plus fortes. Oui. Alors, je disais tout à l'heure en introduction que le Sénégal, quand même, c'était le hub de la France en Afrique. Donc, c'est une grosse perte pour la. Est-ce que vous pensez, alors je pose la question, compte tenu de ce qui s'est passé dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, etc., est-ce que vous pensez que la France va rester les bras croisés? Enfin, si je peux répondre, moi, je sais que ce soit au Sénégal ou ailleurs, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, la France, non. Nous avons ce que l'on appelle une classe, en France, nous avons une classe politique des plus bêtes, des plus incultes. Ce n'est pas la génération du général de Gaulle, de M. Mitterrand, de M. Non, mais on se demande qu'est-ce qu'on leur enseigne à l'ENA aujourd'hui. C'est cette vague depuis M. Comment il s'appelle François Hollande, M. Sarkozy. Non, ils sont d'une nullité, d'une inculture inimaginable pour des gens de ma génération. Non, ils n'ont rien compris. Et on a beau leur faire appel, leur dire arrêtez de penser que vous êtes encore dans les années 1960, 1950. Non, rien n'y fait. Monsieur Macron, il se dit jeune, il n'a pas connu la colonisation, mais alors là, moi il me fait pitié. Oui. C'est son inculture.
me fait pitié. Et il n'a rien compris, parce qu'il aurait pu rectifier le tir. Avant même la fin de son premier mandat, il aurait pu rectifier le tir. Il a commencé quand il a reconnu que la guerre d'Algérie était... que la colonisation était... Bon, il a laissé... Et puis, tout d'un coup, et il est allé de mal en pis dans son raisonnement, quoi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je ne sais pas si... C'est pas lui qui peut rattraper le coup. Oui. Il faudrait une nouvelle génération. Mais c'est vrai qu'ils ne vont pas lâcher. Non, je crois que personne ne se fait d'illusions, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Ils ne vont pas lâcher prise. Ils vont tenter de comment on dit, de rebondir. De rebondir, oui. Coup d'État, oui. Des manipulations de toutes sortes. Et ils le font. Comment il s'appelle, le général, l'ancien chef d'état-major des armées, et qui est à la retraite. Il a fait une déclaration la semaine dernière. Oui, il a fait une déclaration. Mais alors, qui fait le buzz? Oui, bien sûr. Oui. Non. Je ne sais pas, Narcisse, mais alors, il y a une question qui se pose quand même. Quand on voit les premiers mouvements, on va dire, ou premières décisions du nouveau président du Sénégal, est-ce que quand même il y a de quoi être rassuré sur la continuité? Alors, moi, je voudrais quand même... Votre question précédente me fait dire que ce qui se passe au Sénégal ne se fait pas contre la France. Mais non, la question que tu as posée, en fait, c'est... la France ni les Français ne sont pas visés par ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Oui. Bien évidemment, la jeune génération qui arrive avec des idées de rupture. Oui. Des idées de rupture parce que, effectivement, le Sénégal, comme bien des pays africains, font face à des défis de développement. Et ces défis de développement, pour pouvoir y faire face, il faut pouvoir utiliser les ressources du pays. Et jusque-là, pour l'instant, la répartition, on va dire, des ressources est faite à la défaveur des locaux. Oui. Et donc, ils arrivent avec de nouvelles idées, mais c'est pas la France qui veut le foutre dehors. Donc, je ne sais pas pourquoi la France se met dans tous ces états. Pour la Côte d'Ivoire, quand même, il y a eu une action de l'armée française, quand même. Ah oui, ça a été très violent en Côte d'Ivoire. Oui. Ça a été très violent en Côte d'Ivoire, mais pour une fois, au Sénégal, on va dire que les idées de souveraineté n'étaient pas en contradiction avec la démocratie. Oui, la démocratie a fonctionné. La démocratie a fonctionné, oui. Mais ils sont arrivés avec leurs idées de souveraineté bien affichées. Oui. Donc, ils ne se sont pas cachés derrière les mots. Et donc, il n'y a pas eu de conflit entre souveraineté et démocratie. Oui. Et donc, aujourd'hui... le premier pas aujourd'hui, moi, de dirigeants du Sénégal, moi, me rassure parce que ils sont arrivés avec, on va dire, la bénédiction populaire, avec un soutien démocratique, avec une légitimité démocratique pour qu'ils mettent en place justement les idées de rupture donc, qui étaient quasiment au cœur de la campagne électorale de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. Alors curieusement, il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est que cette rupture avec le système France-Afrique, on va en parler tout à l'heure, arrive au moment où on trouve des ressources pétrolières au Sénégal. Donc ça doit faire doublement mal au gouvernement français quand même en fait. Mais ils n'ont pas à avoir mal. Ils n'ont pas à avoir mal. Ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, est une chance pour la France. On va raisonner comme ça. Ouais. C'est une chance pour la France de se réinventer parce que la diplomatie française, jusque-là, elle était complètement à la rue. Oui. Elle était complètement à la rue. C'était, je sais pas, arrogance, je sais pas, mépris. Vraiment, ils prenaient tout le monde de très haut. Je pense qu'à la suite de ce qui s'est passé dans les pays du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, plus ce qui vient de se passer aujourd'hui au Sénégal, la France aujourd'hui doit prendre du recul pour pouvoir réinventer son logiciel un peu. Son logiciel de diplomatie. Oui. Oui. Mais je voudrais attirer l'attention de Narcisse sur un fait, c'est que sans l'Afrique, oui. Sans les ressources du sol et du sous-sol africain, la France ne pèse pas lourd
sur l'échiquier international. Ouais. C'est ça le problème. Bon, alors, c'est où je dis, ils vont renouveler les attaques, les manigances, comment on dit? Non, moi gare à l'État post-colonial africain aujourd'hui qui s'est engagé dans une logique de reconquête de sa souveraineté qui manquerait, comment on dit, qui ne ferait pas preuve, qui laisserait tomber les bras 2 minutes. Oui. La souveraineté des États post-coloniaux africains est antinomique avec les intérêts néocoloniaux de la France. C'est ça toute la difficulté. C'est ça toute la difficulté. Est-ce que la France comprend ça? Mais ils l'ont compris. À chaque fois que dans leur discours ils disent l'avenir de la France est en Afrique, ils ont compris. Mais c'est qu'ils ne veulent pas comprendre que tout compte fait, il y a 36 manières comment on dit, de faire partenariat avec autrui. Regardez, c'est le mépris, la condescendance qu'on observe dans la classe, de la part de la classe politique. Pourquoi on ne l'observe pas chez les Allemands? Pourquoi on ne l'observe pas chez les Anglais, chez les Espagnols, les Portugais? Bien sûr. Non, la France se croit, je ne sais pas, ils ont un tel mépris pour le nègre, de manière générale, et pour l'Africain en particulier, que, j'étais à Lomé il y a 1 an, mais je suis désolé, alors que 2 années plus tôt, il fallait prendre du temps pour expliquer les choses aux jeunes. Non, maintenant, le chauffeur de taxi, le chauffeur de Zénidjan, mais les gens ont compris que c'est pas avec l'impérialisme français qu'ils feront quelque chose, qu'ils pourront manger 3 fois dans la journée, etc. quoi. Alors, il y a quand même quelque chose d'assez nouveau qui est apparu avec l'arrivée de changements au Sénégal, c'est qu'on a présenté le président comme étant un panafricaniste de gauche. Il y a un panafricaniste de droite en Afrique? Oui, il y en a un. Il y a un panafricanisme de droite, je ne sais pas, rentrer dans le détail, des mecs comme Thabo Mbeki, par exemple, c'était des panafricanistes, mais c'était des panafricanistes de droite, donc le logiciel reposait sur le capitalisme. Non, il y a effectivement un panafricanisme de gauche et un panafricanisme de droite, comme au Togo. Comme le ministre des Affaires étrangères togolais, dans son dernier discours à l'ONU, à l'Assemblée générale de l'ONU, il se réclamait. Son truc, la phrase, c'était les Africains ont vocation à être africanophones. Sauf que le Togo n'a pas mis en place jusqu'ici un institut qui enseigne les langues, ne serait-ce que les langues togolaises. Elles ne sont pas enseignées, encore moins les langues africaines. Bon, et africanophone, ça veut dire quoi? Rien du tout. Alors, la grosse question qui se pose aujourd'hui au regard de ce que c'est qu'on a Burkina, Mali, etc., les pays qui ont commencé cette alliance des États du Sahel. Est-ce que le CFA aujourd'hui est en difficulté définitive? Plus que je pense que les jours du CFA sont comptés. Ah bon? Oui. Ah oui, absolument. Oui. Absolument. Les jours du CFA sont comptés. Déjà, on a vu les 3 pays, Mali, Burkina, Niger, qui ont formé une coalition qui s'appelle aujourd'hui Association des États du Sahel. Ils sont aujourd'hui en train dans les phases finales de préparation de création de leur propre monnaie. Voilà. Et le CFA, aujourd'hui, moins ne serait-ce que la modification du CFA est au cœur du programme de Bassirou Diomaye Faye. Il l'a dit plusieurs fois. Il l'a dit plusieurs fois. Et aujourd'hui, la question n'est plus taboue, en fait. La question n'est plus taboue. Je ne sais pas si vous avez suivi la dernière tournée du ministre des Affaires étrangères français en Afrique. Aujourd'hui, la question, il dit clairement qu'il appartient maintenant aux États africains de se prononcer là-dessus. Donc la question du CFA n'est plus taboue. Je pense que le Sénégal peut être une locomotive, justement,
Et la Côte d'Ivoire est le seul État qui défend encore le CFA. Curieusement, oui, curieusement, c'est encore la grosse tâche. Mais aujourd'hui, la question n'est plus taboue et la méthodologie mise en place par le nouveau gouvernement au Sénégal, c'est d'abord de voir comment on peut réformer ce franc CFA au niveau collectivement. Oui. Et s'ils n'y arrivent pas collectivement, ils vont le faire tout seuls. Oui. Voilà. Donc les jours du CFA sont vraiment comptés. Et aujourd'hui, la question n'est plus taboue. Donc il est donné aujourd'hui vraiment toute la latitude aux différents pays de mettre en place l'éco. Non pas l'éco tel que de Ouattara, non. L'éco tel que ça a été vraiment pensé par tous les fondateurs. Quoi. Voilà, mais pour revenir à ce que, je crois que c'est toi qui disais ça veut dire qu'au niveau de la France aujourd'hui, la perte va être immense si le CFA disparaît. Bien sûr. Mais c'est 500 millions de dollars 500 millions. 500 mais il ne faut pas raisonner milliards. en termes de perte pour la France, ça va être un gain incroyable parce qu'aujourd'hui il s'agit vraiment d'intégrer toutes les économies de l'Afrique de l'Ouest. Oui, voilà. Que la France se perde ou pas, c'est pas ça le cœur de la question. Je dis ça en parlant du point de vue français, entre guillemets. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense que les Africains ont besoin vraiment d'intégrer leur marché, d'intégrer leur économie. Voilà, mais avec un instrument de développement qu'ils maîtrisent. Parce que le CFA est encore un instrument de domination coloniale. Voilà, donc, les banques africaines sont encore à Paris. Exactement, et donc le projet donc, vraiment du nouveau gouvernement, et je crois que c'est vraiment leur feuille de route. Changer ce franc CFA-là, on va collectivement, au niveau de la CEDEAO, si c'est possible, et s'ils n'y arrivent pas au niveau de la CEDEAO, ils vont le faire de façon solitaire. Parce que justement, j'avais posé la question sur le CEDEAO. Quel est l'avenir de CEDEAO? Enfin, la CEDEAO est en train de mourir, elle est à l'agonie. Elle est en déliquescence totale. Elle est à l'agonie et elle va mourir. De sa belle mort. Non, pour le moment, les nouveaux dirigeants sénégalais ne crient pas, ne le disent pas trop haut. Mais moi, je fais le pari que d'ici 2 ans, une fois que les pays de l'AES auront mis en place leur monnaie, le Sénégal va les rejoindre. Il y a les élections législatives. Il faut penser... ce qui bloque Sonko et M. Diomaye Faye, c'est les élections législatives qui doit leur permettre d'avoir une Assemblée nationale à leur... conforme à leurs valeurs. Voilà. Et à leur désir. Une fois que c'est fait, moi je parie que ils vont rejoindre, parce que le Sénégal, l'histoire du Sénégal et de l'actuel Mali, qui était le premier État Mali, non, le Sénégal va rejoindre les 3 de l'AES. Et avec le Sénégal, il paraît, ces dernières semaines, le Tchad, il y a du remous au Tchad. J'ai vu ça. Et il n'est pas exclu, selon les résultats des élections à venir, des élections présidentielles à venir, il n'est pas exclu que le Tchad se décroche de la France-Afrique. Et bon, il y a une dynamique en cours. Le Togo lorgne sur l'AES. Le Bénin, après avoir fait, comment il s'appelle, après avoir fait beaucoup de machins, le Bénin lorgne aussi sur l'AES désormais. Et qu'ils mettent que la monnaie, le Sahel, je ne sais pas si ça va s'appeler le Sahel, que la monnaie de l'AES soit mise en route, et on va voir ce qui va se passer. Ça va précipiter le déclin de la France, parce que l'État français, je suis d'accord avec Narcisse quand il dit c'est pas les Français, mais c'est l'État français, la classe politique française, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Ils n'ont rien compris. Je crois avoir... enfin, pour ceux qui connaissent Franklin Nyamsi, qui fait beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux, mais des gens ont approché, ne serait-ce que M. Mélenchon. Si on veut déborder vers la gauche, Mélenchon,
pour qu'ils prennent certaines positions sur le retrait des troupes françaises, sur le franc CFA. Non, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Oui, il n'a pas fait. C'est ce qui me fait dire sous le Hamas et c'est Israël ça. en ce moment, pour ne pas parler de l'Afrique. Non, mais j'ai bien noté. Mais il ne faut pas compter sur ces gens-là. Non, Oui, non. il ne faut surtout pas compter sur ces gens. Alors, on fait une petite pause et on va faire la dernière partie tout à l'heure, puisqu'on va recevoir une autre personne tout à l'heure. Et on fait une petite pause parce que j'ai encore quelques questions à poser, parce que nous sommes en Guadeloupe. Et vous savez qu'on vient d'avoir un mois de l'Afrique en Guadeloupe. Donc ça veut dire que le lionnage entre l'Afrique et la Guadeloupe, peut-être, est-ce que je posais la question tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News. Depuis un instant, depuis 25 minutes, on parle du Sénégal. On va recevoir dans un instant Stéphanie Mélion. Bonjour. Bonjour, est-ce qu'on va parler du festival de Basset? Juste une petite question comme ça. Stéphanie, vous vous souvenez un peu ce qui se passe au Sénégal? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est bien. Je pense que l'Afrique, justement, commence à exprimer sa volonté de se défaire d'un système qui a trop perduré. Et je pense que c'est pas seulement au Sénégal. Donc vous êtes optimiste? Oui. Oui. Alors, je reviens à mes deux amis. Tout à l'heure, on va parler de l'information, on va revenir avec Iman. Il y a une question qui se pose quand même. Du point de vue économique, bon, on a vu que la situation est un petit peu compliquée au Sénégal sous Macky Sall les derniers mois. Est-ce que Diomaye Faye aura les moyens nécessaires, entre guillemets, je dis ça, sans les pouvoirs français, pouvoir remonter un petit peu, faire remonter un petit peu l'économie du Sénégal? Parce que là aussi, il y a l'aspect politique, mais il y a l'aspect quotidien. C'est le nombre de Sénégalais qui sont obligés de s'exiler, qui quittent le pays, surtout les jeunes. Est-ce que cette question-là, comment elle va être abordée, cette question, de votre point de vue? Je pense qu'ils ont les moyens de le faire. Tout à l'heure, Georges a dit, ils n'ont pas encore, on va dire, l'Assemblée qui est formalisée. Mais quand on regarde, ne serait-ce que le gouvernement qui a été mis en place, au secteur clé, ils ont quand même mis les bonnes personnes. Oui. Surtout au secteur de la pêche, par exemple, qui est quand même un secteur important, très important. Ils ont mis une femme. Au ministère des Affaires étrangères, il y a une sacrée dame qui est au ministère des Affaires étrangères. Oui. Donc aujourd'hui, le Sénégal, en termes de ressources, ils ont les moyens. En termes de ressources, ils ont les moyens. Oui. Et donc, ils vont tout sereinement, compte tenu du fait qu'ils sont adoubés vraiment par le peuple, et bien avec une feuille de route qui est très claire, ils vont tout simplement négocier avec on va dire les puissances étrangères qui sont là pour essayer de rééquilibrer, on va dire, les éléments de partage pour que justement le développement, les enjeux de développement puissent être pris en compte. Donc jusque-là, c'était extrêmement déséquilibré sous Macky Sall. On dit que la part... les forces étrangères, avec quasiment la part du lion, est très peu revenue au Sénégal. Donc forcément, les problèmes de développement n'étaient pas du tout pris en compte. Et donc là, le nouveau gouvernement arrive aujourd'hui avec un joli projet. Ils sont attendus au tournant par toute la jeunesse. Et ils n'ont pas fait mystère du fait qu'ils vont négocier tous les contrats et remettre à zéro tous les contrats de façon à ce que, voilà, dans un partenariat qu'ils appellent gagnant-gagnant. Alors, dans la presse sénégalaise aujourd'hui, on dit que les Français commencent à quitter le Sénégal hâtivement. Comment expliquer ça? Bon, comment expliquer ça? Bon, les Français, ils sont comme ils sont dans les colonies. Bon, et qu'ils s'en aillent, moi, ça me pose aucun problème. Les Sénégalais, que ce soit dans le domaine de l'artisanat, de l'agriculture, de la pêche, ces trois premiers secteurs, les Sénégalais ont fait la preuve de leur ingéniosité, de leur capacité à faire. Que l'État, dès maintenant, et ce que j'aime bien avec l'équipe dirigeante actuelle, c'est qu'ils ont signé, ils l'ont dit tout de suite, les contrats mirobolants que M. Macky Sall a offerts à l'Union européenne ou aux Chinois pour aller récupérer, ramasser les poissons sur les côtes. Ils vont mettre fin à ça. La pêche, elle est décisive au Sénégal. Et que les Sénégalais et les côtes sénégalaises sont des côtes particulièrement poissonneuses. Mais quand les chalutiers
chinois, européens sont passés, il n'y a plus rien. Bon, donc ils vont rectifier le tir de ce côté. Diomaye Faye lui-même, pendant qu'il a quitté le Trésor public, il a créé une ferme. Donc les questions agricoles, les questions de l'agriculture vivrière, celle qui doit nourrir les populations, il connaît. Donc c'est pas un bureaucrate, un technocrate qui est sorti de nulle part. Bon, et j'ai lu dernièrement à propos de l'artisanat, il y a la Chambre d'agriculture et de l'artisanat, et l'industrialisation, c'est l'un des tout premiers objectifs qu'il pointe du doigt. Et bon, moi je leur fais confiance, sans négliger, tout en sachant que Macky Sall a créé des pots de banane au niveau de la fonction publique. Oui, tout à fait. Il a créé des pots de banane. Maintenant, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure l'Assemblée nationale et les élections législatives. Ils ne peuvent pas se précipiter. Il y a des réformes qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils vont retrouver les fonctionnaires avec les salaires mirobolants que Macky Sall a dispensés. Il va les mais moi, je leur fais confiance. Ils ont une parfaite connaissance de leur pays. Il y a une particularité sur ces deux jeunes-là. Ils ont fait tout leur parcours exclusivement au Sénégal. Exclusivement au Sénégal. Ils ne sont pas allés à Harvard, ils ne sont pas allés à HEC ou à Polytechnique. Mais tout leur parcours de bout en bout, ils ne sont pas sortis du Sénégal. Donc ce sont des jeunes qui maîtrisent parfaitement toutes les questions de leur propre pays. Alors je vais terminer avec une question qui nous concerne en Guadeloupe. Vous savez très bien, je disais qu'il y avait eu un mois de l'Afrique régulièrement, maintenant tous les 2 ans il y a un mois de l'Afrique. Est-ce que ce qui se passe au Sénégal va un petit peu arranger un petit peu ce qu'ils appellent le lionnage entre le Sénégal et la Guadeloupe et la Martinique, enfin notre région? Est-ce que Rapidement, moi je pense que oui. Je pense que oui, parce que pour une fois, le Sénégal a démontré que la démocratie fonctionne en Afrique. Et je pense que ne serait-ce que ce signal-là, démocratique, c'est quelque chose qui doit, à mon avis, donner à espérer ou donner, je sais pas, c'est un signal positif de fierté, on va dire, parce que jusque-là, on disait que les pays africains, c'était toujours la dictature, etc. Mais là, pour une fois, on a vu la démocratie fonctionner au Sénégal. Et que donc, la démocratie marche en Afrique. Il suffit juste que les puissances étrangères ne mettent pas les bâtons dans les roues des institutions africaines. Mais ce qui se passait au Sénégal, d'un point de vue purement démocratique, ça donnait un espoir, vraiment une fierté, un sentiment de fierté à toute la diaspora, et y compris donc aux Guadeloupéens, qui voient qu'effectivement la démocratie, c'est pas une affaire européenne, elle marche mieux que ce qui s'est passé au Sénégal. C'est vraiment, montre que la démocratie marche mieux en Europe qu'aux États-Unis, quoi. Voilà. Oui, juste un tout petit focus très rapidement, c'est la question sociétale. Vous le savez très bien, 90% de la population sénégalaise est musulmane. Bon, ça a fait le buzz sur tous les réseaux, le fait qu'il se soit affiché avec ses 2 épouses. Comment vous avez vécu ça, vous, en tant qu'Africain? Moi, j'étais heureux. J'étais heureux, même si je ne suis pas partisan de la polygamie. Je ne suis pas partisan de la polygamie, mais il ne l'ait pas fait en cachette, comme M. Mitterrand, qui ne l'ait pas fait en cachette, comme tous ceux qui ont une épouse à la maison et 36 maîtresses. Non, il a 2 épouses et devant l'islam, qui est sa religion, devant l'islam, vous pouvez en prendre 4, mais vous êtes tenu d'être identiquement équitable avec bon, alors moi ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Le code civil le permet, et puis au moment du premier mariage, les gens ont la possibilité d'opter. Est-ce que vous acceptez l'option plusieurs polygamiques ou l'option monogamique? Bon, voilà, il n'y a pas de problème. Les gens, c'est en toute connaissance que... Voilà. Non, si c'est même position?
Oui, même position parce que c'est inscrit dans la constitution sénégalaise. Hein. Oui. Donc, et beaucoup de pays africains. Donc moi, ça ne me gêne pas. La question qui s'est posée, c'était quand ils ont formé le gouvernement, pour moi, c'est le plus important. Et le reste, c'est vraiment... c'est la part des femmes dans le gouvernement sénégalais. Ça, c'était la question qui nous a préoccupés. Oui. Mais quand on regarde bien, les postes les plus sensibles ont été confiés aux femmes. Même s'il y a 4 ou 5 femmes par rapport à 25 ministres, mais les postes clés, ne serait-ce que le poste de ministre des Affaires étrangères qui va être un poste de friction avec l'Occident, est confié quand même à une dame. Ce poste clé justement de l'économie de la pêche, qui est vraiment le secteur vraiment qui va être le plus observé par rapport, parce que c'est là où il y a toutes les ressources pour pouvoir satisfaire la jeunesse sénégalaise, est confiée à une dame. Donc on n'a pas donné des ministères alibi aux femmes, mais vraiment des ministères vraiment régaliens. Voilà. Mais la question de la polygamie, pour moi, ça fait partie de leur culture. Voilà. Mais messieurs, je vous remercie pour ce premier focus sur le Sénégal. Il y en aura d'autres, hein, parce qu'on va attendre les législatives, effectivement. Bon, un peu ce qui va changer, parce que je n'ai pas posé la question, mais elle se posera tôt ou tard. Le rapport entre Sonko et le président. On l'aborde pas aujourd'hui. C'est une excellente question. Oui, on l'aborde pas aujourd'hui. On l'aborde pas aujourd'hui, mais moi on attend de voir. On attend de voir, mais on peut déjà faire. Pour moi, c'est le scénario Dimitri Medvedev-Poutine. D'accord, ok. Merci. 13h46. Rapidement, un petit focus sur l'actualité avant de recevoir Stéphanie Million. Oui, du coup, on va voir le sujet sur la santé et les droits européens à la santé, justement. Comment exprimer son mécontentement, comment déposer une réclamation concernant les qualités de soins. On voit un reportage d'Olivier Mouradel sur ce sujet. Nous avons organisé ce séminaire parce que nous avons bien noté, et il nous a été rapporté aussi, que les patients qui sont hospitalisés, quelquefois, rencontrent des difficultés pour pouvoir s'exprimer quand ils sont en proie à une difficulté relative à un événement indésirable qui se serait produit dans l'établissement et dont ils seraient victimes. Ce qui se passe, c'est que des fois, ils ne s'expriment pas là-dessus parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, ils ne savent pas à qui s'adresser. L'objectif pour nous, pour ce séminaire-là, c'est de faire connaître, d'expliquer aux usagers et à toutes les personnes qui sont présentes à ce séminaire comment faire pour pouvoir porter au devant de l'établissement les griefs qu'ils auraient pour ce qui concerne les incidents dont ils seraient victimes. L'objet de mon intervention, c'était de montrer qu'il était très important, à la fois pour les professionnels de santé, de signaler un événement indésirable, quand quelque chose s'est mal passé dans la prise en charge d'un patient, et tout aussi important pour les patients et leurs proches, de signaler, enfin de porter une plainte s'ils ont un grief, s'ils ont identifié un dysfonctionnement, parce qu'en fait, il s'agit de faire converger ces signaux qui informent que quelque chose s'est mal passé, de manière à ce que l'établissement s'en saisisse pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Cette parole, elle est réglementairement attendue et les établissements doivent s'en saisir pour s'améliorer. Notre objectif, c'était de dire qu'on est partenaire aux côtés des associations de patients parce que, j'allais dire, on agit dans le même sens. C'est-à-dire qu'on essaye d'éviter ces accidents médicaux, ces accidents liés aux soins. Et nous, Assurance Maladie, même si on n'intervient pas directement dans l'indemnisation de ces patients qui ont eu un accident thérapeutique, on peut intervenir très en amont en faisant en sorte de développer une culture de la qualité du soin et de la pertinence des soins. Comme ça, ça évite des dépenses inutiles à l'assurance maladie en faisant en sorte que les soins soient réalisés de façon la plus conforme aux données de la science, dans l'intérêt du patient et dans l'intérêt de notre assurance maladie. Au moment où le soin est prescrit, au moment où le soin est réalisé, au moment où l'acte est réalisé, il le soit le plus possible auprès des données de la science et que le patient soit bien soigné et qu'on évite les complications, les réhospitalisations qui coûtent cher à tout le monde.
Voilà, eh bien, je vous l'ai dit, il est déjà 13h49 minutes qu'on va recevoir pour la première fois depuis longtemps Stéphanie Million. Bonjour, merci Rinette d'être avec nous. Il va nous parler du Festival de Bastère puisqu'il va débuter vendredi le 2. Quel va être votre rôle là-bas dans le Festival bastérien en tant que sociologue ou en tant qu'artiste? J'y serai en tant qu'artiste. Ah, c'est en tant qu'artiste. Je fais partie du comité de pilotage aussi. Oui. Que j'ai rejoint en fait en cours de route. Donc je vais présenter une pièce. Je suis aussi commissaire d'une exposition et d'un projet d'art visuel. Mais voilà, j'ai participé avec d'autres acteurs et actrices justement culturelles à l'élaboration de ce festival avec la collectivité de Basse-Terre pour justement valoriser le patrimoine aussi de la ville. J'en parlais l'autre jour avec M. Boyeux qui était notre invité. Il disait que c'est quand même un événement qui est un festival à Basse-Terre quand même. Il faut le dire. Oui, mais je pense que c'est une très bonne chose en fait qu'une collectivité comme voilà municipale décide de créer en fait cet événement qui vise réellement à valoriser les arts, les pratiques artistiques, mais aussi le patrimoine de la ville, qu'il soit j'ai pas envie de dire communautaire parce qu'on n'aime pas ce mot, bon c'est pas un mot qui me dérange, mais en fait qui mettent en lumière les édifices, l'histoire des édifices, parce que peut-être qu'on parcourt la ville sans réellement se rendre compte en fait des valeurs, de la valeur en fait patrimoniale de la ville, mais aussi des différentes cultures en fait qui viennent faire la richesse aussi de la Basse-Terre. Oui. Donc, alors, il y aura pratiquement un petit... C'est Galisbé, je crois qu'il y a un petit show, Stéphanie, c'est ça? Comment? Il y a quelque chose qui est prévu. Il y a plein de choses qui sont prévues. Donc il y a un programme très riche auquel est associé aussi le conseil départemental et également l'archipel. Donc c'est du 2 mai au 5 mai, nous aurons un programme voilà, dans toute la ville où on va pouvoir à la fois en fait visiter et mieux connaître certains sites patrimoniaux comme la Maison Coquille, la Maison du Patrimoine, on va voir la Maison Ganneau, l'église, etc., connaître l'histoire avec la DAC, mais on va également voir les arts s'exprimer dans ces lieux. On aura donc à l'inauguration du festival aussi l'inauguration de l'exposition Péléenne de Jean-Marc Louis, qui est justement une exposition qui va mettre aussi en lumière ou remettre une page de l'histoire de Basse-Terre, donc notamment l'irruption de la soufrière en 1976, pour faire le lien avec son art, sa pratique qui est dans la valorisation du bois brûlé, mais aussi, cette histoire qui a beaucoup marqué la Guadeloupe en fait. Et donc c'est bien aussi de se remémorer et de commémorer ces moments-là. Qu'est-ce que ça va être le Bayou ? Alors Bayou, c'est une pièce que j'ai créée qui est évolutive parce que c'est de la performance aussi et que c'est une pièce chorégraphique quand même. Pièce chorégraphique, un solo chorégraphique. C'est un solo chorégraphique. Un solo, oui. Et qui est en fait pour moi une exploration des différentes formes. Je résume ça souvent en disant que c'est une exploration de la nuit caribéenne et de toutes les mémoires enfouies. Mais Stéphane, vous n'arrêtez pas de surprendre chaque fois. C'est vrai. Quand on vous attend par là, vous êtes de l'autre côté. Eh ben, en fait, je dis toujours que je fais la même chose. Hein. Oui. Si je dois suivre Frantz Fanon qui disait qu'il faut choisir sa mission, la mienne, ce sera toujours la mémoire. Donc, je le fais en tant que sociologue, je le fais en tant qu'artiste, je le fais en tant que... Si je fais une émission de télé, c'est aussi pour la mémoire, pour valoriser la culture, pour mieux comprendre ce que nous sommes aussi. Oui. Et je crois que c'est important. Moi, j'ai accueilli vraiment cette invitation parce que je suis bastérienne. Déjà, j'ai grandi à Basse-Terre. Il fallait le dire. J'ai grandi à Basse-Terre. Et en même temps, c'est valoriser aussi... par exemple, on va faire une fresque performative avec également Jean-Marc Louis, Yessou et ma compagnie Anne Amnésiska dans la rue du Nègre sans peur. Est-ce que tu savais qu'il y avait une rue qui s'appelle la rue du Nègre sans peur à Basse-Terre? Je la connais, mais je ne savais pas qu'elle s'appelait comme ça. Et voilà. Parce que j'ai grandi à Basse-Terre aussi. Oui. Hein. Oui. Et ben, tu vois, cette rue, c'est quand même étonnant. Oui, non, tout à fait. C'est un nom magnifique quand même. Je disais ça à Alex l'autre jour, que c'était extraordinaire. Et puis d'autant plus que pratiquement le festival est pratiquement gratuit. Exactement, pratiquement gratuit. C'est pas une opération financière. Voilà, c'est vraiment l'idée de valoriser en fait cette richesse qui j'allais dire, c'est presque comme si les choses s'érodiaient parce qu'aujourd'hui on est tellement sur le numérique, le digital, le virtuel, on oublie en fait que notre histoire elle est tangible, elle est là, elle est présente dans nos espaces publics, que ce soit les anciens moulins, mais c'est aussi tous les édifices qui à Basse-Terre qui rappellent en fait l'histoire de la lutte, parce que Basse-Terre entre le fort d'Elgrès et bien sûr, il y a une histoire
histoire extraordinaire. Une histoire extraordinaire. Les gens oublient ça quelquefois. Exactement. Et je l'ai dit l'autre jour avec, que Bastia, c'est la capitale. Exactement, c'est la capitale. Ouais, il faut le dire. Donc, le rendez-vous de Bayou, ce sera quel jour exactement? Alors, Bayou, ce sera le 3. Donc en fait, on va faire d'abord le dévoilement de la fresque, qui sera la rue du Nec-sans-Peur, qui est justement la rue de la Maison Coquille. Oui, c'est la petite rue là. Voilà, la petite rue là. Et donc on va faire la fresque à cet endroit où il y aura une performance. Et ensuite va suivre ma performance Bayou dans le jardin de la Maison Coquille. Donc c'est le vendredi 3, 19h. 19h. Bon, on viendra voir ça. De toute façon, on m'a demandé d'être présent tous les jours au festival. Il faut être là. Oui, donc je ferai l'effort d'être présent. Alors, j'ai quand même une question un petit peu générale. Depuis toutes ces manifestations faites à la Wawak autour de la femme, etc., est-ce que, Stéphanie, tu sens quand même qu'il y a une prise de conscience, une évolution de la femme guadeloupéenne au regard de toutes ces problématiques? Je crois, oui. Je crois qu'il y a une évolution de la femme guadeloupéenne. On parlait tout à l'heure de la polygamie. Oui, justement. Je crois qu'il y a énormément de choses. J'ai vu que tu n'as pas réagi. Non, parce que quelque part, je pense qu'on a souvent un regard très ethnocentré sur ces choses-là. On se dit, en tant qu'occidentaux, européens, en fait, il faut être marié. Que, voilà. Moi, je crois qu'il y a énormément de formes d'amour. Tant qu'il y a le consentement, pour moi, c'est la clé. Oui. Si ces femmes sont consentantes et c'est quelque chose qu'elles ont choisi. Oui. Voilà, moi je peux pas avoir de problème. Dans le cadre de la religion, quand même. Hein. Oui, après, ça c'est encore un autre débat. La religion, c'est encore un autre débat. Oui. Moi, j'ai pas grandi dans la religion. Je suis très spirituelle, je crois beaucoup aux forces, etc. Mais moi, j'essaie toujours quelque part. C'est peut-être mon travail aussi de sociologue, d'avoir de la distance avec les choses et d'essayer plus de comprendre. Parce que la polygamie est aussi une problématique pour plein de choses, notamment les épidémies d'IST, etc. Mais ça, c'est lié pas seulement à la religion, pas seulement à des pratiques matrimoniales. J'ai un ami qui me disait l'autre jour que le fait que que le nouveau président du Sénégal Faye se soit affirmé comme ça avec ses deux épouses, ça allait libérer beaucoup de personnes en Guadeloupe. Qui ne sont pas dans l'islam et qui ne sont pas moi, de l'islam. Je ne sais pas si ça va libérer. Déjà, c'est le président du Sénégal. Bon, oui, ça libère les gens. Je crois que les gens, ils vivent bien leur vie. Moi, je crois que chacun fait bien ce qu'il veut. Hein, voilà. Je ne pense pas qu'ils aient attendu le président sénégalais pour avoir une deuxième femme. Voilà. Ou une troisième, peu importe. Mais voilà, c'est des choses qui existent partout. Mais c'est choquant pour une femme comme toi qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, la polygamie telle qu'elle s'oppose là-bas ou même en Guadeloupe. De toute façon, la Guadeloupe n'est pas musulmane, que je sache. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, à l'heure où, dans les questions de sexualité, on va défendre l'idée qu'aujourd'hui, on peut être en couple, c'est-à-dire qu'on peut très bien vivre à trois, on n'est plus dans un couple, mais à trois, où on s'aime tous les trois, donc je ne sais pas pourquoi ce serait plus choquant en fait. Ok, rendez-vous est pris donc le 3 ? Rendez-vous est pris déjà le 2. Le 2, l'inauguration, l'ouverture officielle à 18h à la maison. Voilà, il y aura des conférences très intéressantes. Voilà, donc 18h à la Maison du Patrimoine. Et ensuite, vous allez trouver sur les réseaux, vous pouvez m'envoyer un message, je vous enverrai le programme. Donc après, on aura vraiment toutes sortes de choses. On aura du cirque. Oui, du cinéma, de la danse, du théâtre. Du cirque, de la danse, du théâtre, de la performance, des expositions et des conférences extrêmement intéressantes et aussi des visites de certains bâtiments patrimoniaux avec la DAC. Et il y aura Stéphanie. Il y aura moi, bien sûr. Quand j'ai eu Alex, la première chose, dit on va venir avec Stéphanie, on va voyer Stéphanie. Bon, voilà. Rapidement, le focus du jour. On a le temps 15 secondes. Oui, c'est parti. Alors, hommage à Norbert Ilieu, que je ne connaissais pas. Norbert Ilieu est un inventeur créole américain né d'une mère réduite en esclavage le 17 mars 1806 à la Nouvelle-Orléans. Il est principalement connu pour l'invention de l'évaporateur à multiples effets, une méthode efficace d'évaporation de l'eau, une création importante dans le développement de l'industrie du sucre. L'évaporateur était employé sur les plantations américaines et aujourd'hui encore, la méthode Ilieu est utilisée dans les usines de production de lait condensé, de savon, de gélatine et de colle forte. Norbert Ilieu est enterré au célèbre cimetière du Père-Lachaise, comme Marie Scondé. Il décède le 8 mars 1894. Il avait 88 ans. Il fallait le savoir, je ne le savais pas. J'avoue que j'ai découvert donc ce monsieur Norbert Ilieu. Tu connaissais ? Non ?
Iman non plus, moi non plus. Voilà. Ben, c'est fini pour aujourd'hui. Rapidement, on a reçu donc Daniel Dulac, le président de la commission sport du conseil départemental, pour nous parler de l'U16 et du sport tel que le souhaite M. Losbar. Ensuite, avec Georges Larsson-Baudier, Narcisse Jaïbo, on a fait un premier focus sur le Sénégal, parler un petit peu qu'est-ce qui se passe là-bas et comment le franc CFA et la France africaine sont en train de s'effondrer tout doucement. Ils ont dit que c'est pratiquement inévitable. Et puis Stéphanie est venue nous parler de Basser. Elle est artiste poétesse, c'est pas la sociologue aujourd'hui. Et donc on était content de la recevoir, on ne la voit pas assez souvent. L'information, c'était quoi aujourd'hui, Emmanuel? Au niveau de l'information, on a parlé du village des mobilités qui a eu lieu sur les abîmes, donc l'occasion de parler de mobilité durable, éco-responsable, aussi de prendre soin de son corps. Il était aussi de question de santé avec les journées européennes des droits à la santé, donc comment exprimer son mécontentement. Une journée d'information a eu lieu ce samedi. On a parlé des 50 ans de la MIP, donc une association de producteurs locaux, des moyennes et petites entreprises, industries. On n'a pas eu le temps d'évoquer les autres sujets qui étaient le stade Hans-Bertrand, l'inauguration. On reviendra, je pense, dessus, sur les différentes éditions, ainsi que sur l'hommage à Gilles Fleureau, qui a eu lieu ce week-end. Je vais résumer le sujet du jour en ligne. Ce couvre-feu, nous avons dit, sont-ils pour Gagavoué. Autrement dit, le couvre-feu ne peut en aucun cas éteindre le feu social qui couvre depuis des années dans notre pays. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle session du Z7. Ciao, bye bye.